Sur les réseaux sociaux, c'est devenu une scène familière. Vidéos tremblantes prises au téléphone, souvent de nuit, avec une bande-son de jurons russes, montrant la vue depuis un immeuble isolé. Pendant que la vidéo tourne, on entend une explosion. Peut-être un éclair, une boule de feu, ou juste la lueur inquiétante des flammes montant dans le ciel nocturne. Non, ce ne sont pas des images capturées lors d'un autre événement comme celui de Tcheliabinsk. En réalité, elles révèlent une stratégie de guerre organisée, planifiée et menée à des centaines de kilomètres. Un plan ukrainien visant à frapper la Russie là où ça fait le plus mal, sa capacité de raffinage de pétrole. Depuis août, 16 des 38 raffineries russes ont été frappées par des drones. Au moins 5 ont été touchées plusieurs fois, dont une à Volgograd, frappée 4 fois en 2 mois. Début octobre, on comptait déjà 4 à 5 attaques similaires par semaine selon The Economist. Bientôt, elles seront quotidiennes. À ce stade qui sentiment, certains se demandent peut-être si c'est un bug dans la matrice. N'avons-nous pas déjà assisté à des frappes ukrainiennes contre les raffineries russes ? La différence avec la campagne du printemps 2024 tient à l'intensité. L'année dernière, Kiev ne pouvait frapper régulièrement que 2 raffineries, Krasnodar et Rostov, parce qu'elles sont proches de la frontière. Les charges explosives des drones étaient bien plus petites. Aujourd'hui, ces drones attaquent à plusieurs reprises des raffineries comme Salavat, en Bakhkortostan, à plus de 1400 km de l'Ukraine. Comme l'écrit Sergei Vakalenko dans Kardagy Politika, désormais les drones ukrainiens peuvent voler plus loin, transporter des charges plus importantes et attaquer plus fréquemment. Les attaques contre les raffineries s'inscrivent dans une vaste campagne lancée début août par les Ukrainiens, visant aussi trains de carburant, fabricants d'armes et oléoducs. Et maintenant, un mot rapide de notre sponsor moi-même, ou plus précisément de mon site web front.co. Vous vous êtes déjà dit, vous savez qu'il n'y a tout simplement pas assez de contenu sur Warfront. 6 vidéos par semaine, ce n'est tout simplement pas assez pour moi. Je veux un monde plus fou avec plus de guerres et de morts. Mais d'abord, qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Et deuxièmement, bonne nouvelle. Du contenu supplémentaire sur Warfront est maintenant à portée de main sur front.co. Regardez-moi ça. Dès cette semaine, nous publierons 2 vidéos exclusives par semaine sur notre nouveau site pour abonnés, Warfront. Pour 5$ par mois, accédez à du contenu Warfront exclusif, non disponible sur YouTube. Nos premières vidéos sont en ligne, traitant de sujets comme la capacité de la Pologne à vaincre la Russie ou la réussite de la Corée du Sud à créer le meilleur char du monde, pour rendre l'offre encore plus attractive. Nous demandons aussi à nos rédacteurs d'écrire chaque semaine 2 articles approfondis sur un aspect méconnu de la géopolitique ou de la guerre. Donc non seulement vous aurez plus des vidéos que vous aimez, mais vous aurez aussi l'occasion de lire les opinions sans filtre de nos rédacteurs sur l'actualité de la guerre. Si vous aimez cette chaîne, vous adorerez Warfront. C'est 5$ par mois. Cela nous aide à nous soutenir ici, chez Warfront. Rien ne change ici. J'ai appris des erreurs des anciens youtubeurs. Aucun contenu existant ne sera payant. Les 6 vidéos par semaine seront là pour vous, comme avant. C'est tout bonus, mon pote. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris l'accent d'Austin Powers là. Mais oui, France.co, allez-y simplement. Bon domaine, non ? Il a coûté cher. Cependant, les frappes sur Khatitsaïx et surtout sur la capacité de raffinage de pétrole russe ont été les plus marquantes. Reuters estime qu'au moins 17% de la capacité est hors service, certains avançant jusqu'à 38%, même si ces chiffres optimistes doivent être pris avec précaution. Au moins 1 million de barils par jour sont déjà perdus et ce nombre va augmenter car d'autres raffineries seront attaquées, compliquant les réparations. L'impact est déjà visible sur le front intérieur russe. Selon le Financial Times, les prix de gros de l'essence ont augmenté de plus de 40% depuis janvier, les frappes entraînant des pénuries. Le média local Commerçant a rapporté qu'en septembre, il y a eu un déficit de 400 000 tonnes d'essence sur les 2 millions régulièrement livrés. Cela a causé des problèmes, pas partout ni également, mais des problèmes visibles et indéniables tout de même. Comme souvent en Russie en guerre, ces problèmes ont surtout touché la périphérie. L'extrême-orient et le centre-sud ont été les premiers se toucher, avec 14% des stations-service du sud de la Russie fermées. Selon Izvestia, dans d'autres régions, les conducteurs ne peuvent prendre que 10 ou 20 litres d'essence. Un propriétaire de station-service a confié à la British Broadcasting Corporation que son secteur n'avait pas connu de crise similaire depuis l'hyperinflation de 1993-1994, mais rien n'égale les problèmes signalés en Crimée occupée.
Là-bas, la moitié des stations-service sont à sec, les autres rationnent. Maintenant, avant que vous n'ayez l'impression qu'il s'agit d'un effondrement de la société, il faut préciser quels secteurs ne sont pas touchés. Seule l'essence est concernée par les pénuries, pas le diesel. C'est important car le diesel alimente les chars au front et la plupart du secteur agricole. Il n'y a donc actuellement aucune chance que cela dégénère en crise alimentaire ou en un scénario où les véhicules militaires en première ligne s'immobiliseraient sans. La crise est vécue différemment selon les régions. Lorsque la British Broadcasting Corporation a interrogé des personnes autour de Moscou, beaucoup semblaient ignorer qu'il y avait une pénurie de carburant dans d'autres parties du pays. Bien que des problèmes aient été signalés dans des stations autour du périphérique de Saint-Pétersbourg, les régions occidentales plus riches semblent protégées de l'impact. Cependant, les régions qui sont touchées le sont durement. Les petits propriétaires de stations-service indépendantes souffrent le plus, mais même les grands conglomérats rencontrent des difficultés. À Astrakhan-Oblast, dans le sud, même certaines stations Gazprom sont à sec. Les effets sont visibles dans les statistiques de l'industrie et les déclarations officielles. En septembre, les importations d'essence biélorusse en Russie ont bondi de 168%. Ce mois-là, le Kremlin a prolongé l'interdiction d'exporter l'essence et en a imposé une sur le diesel. Cependant, il faut souligner que les statistiques ont leurs limites. Après la campagne de frappe de 2024, le gouvernement a classifié les chiffres de production, ce qui signifie qu'il y a beaucoup d'incertitudes quant à l'impact précis de l'incendie de ces raffineries. Cela rend l'évaluation de l'efficacité presque impossible. Dans son article pour Carnegie Politica, Sergueï Vakalenko souligne que la quantité de capacité de production mise hors service n'est pas une chose statique. Les raffineries réparées, d'autres touchées, et même celles frappées plusieurs fois, gardent souvent une grande capacité de réserve. Pour citer un exemple pertinent de Sergueï Vakalenko, les raffineries russes ont tendance à disposer d'une capacité excédentaire de distillation primaire et de goulets d'étranglement lorsqu'il s'agit des unités de traitement secondaire et de conversion qui transforment les distillats en carburant commercialisable. Ainsi, détruire une ou deux colonnes de distillation atmosphérique identiques dans une raffinerie entraîne plutôt une baisse de 30% de la production d'essence et non de 50% comme on pourrait le penser. Ne vous inquiétez pas si vous vous demandez ce qu'est une distillation atmosphérique, Colin Simon. L'important dans tout cela n'est pas de comprendre la mécanique de l'industrie pétrolière, mais simplement de saisir que réduire sa capacité est un peu plus complexe que simplement un drone frappe un bâtiment. Le bâtiment explose. Cela dépend aussi de la zone de la raffinerie touchée. L'économiste note que certains équipements sont plus facilement remplaçables. Nous allons les citer. La destruction des unités de craquage, essentielles pour produire essence, diesel et carburant d'aviation, pose problème car elles sont très coûteuses et difficiles à remplacer à cause des sanctions. Donc chaque frappe sur une raffinerie comporte de nombreuses variables qui vont influencer son impact global. Et cela dépend aussi du fait qu'une raffinerie donnée soit frappée pour la première, la deuxième ou même la troisième fois. Davantage de frappes rendant les réparations plus difficiles et augmente le risque d'une perte prolongée de capacité de production de la raffinerie. La guerre n'est pas unilatérale. Récemment, la Russie a intensifié ses attaques contre les installations gazières ukrainiennes. Engelsberg Idé a suggéré que dans une guerre de frappe en profondeur, Moscou est sans doute plus susceptible de l'emporter. Nous allons les citer ici. Les forces de Moscou détruisent systématiquement les systèmes d'électricité, de transport, de raffinerie de pétrole et de communication de l'Ukraine beaucoup plus rapidement que l'Ukraine n'est capable de faire de même. Fin de citation. Mais cela ne signifie pas que la dernière campagne de frappe de l'Ukraine va cesser. Au contraire. En fait, il y a des raisons de croire que Kiev ne fait que commencer. Vous vous rappelez quand des drones russes sont entrés dans l'espace aérien polonais il y a quelques semaines ? Comme nous et d'autres alliés l'avons souligné, l'incursion a révélé une faille dans la défense aérienne européenne. Des intercepteurs valant des millions étaient nécessaires pour détruire des armes coûtant seulement des milliers de dollars au Kremlin. C'est vrai pour l'Europe, mais aussi pour la Russie. La plupart des frappes récentes contre les raffineries ont été menées par des drones Firepoint FP, qui ne coûtent que 55 000 $. Même en tenant compte du fait que plusieurs drones sont abattus pour chaque drone qui passe, cela signifie tout de même que les Ukrainiens paient presque rien pour des attaques qui peuvent coûter des millions et des millions aux Russes. Et mener des frappes réussies est remarquablement facile. Le problème pour Moscou, c'est que leur pays est bien vraiment immense. Il possède de nombreuses raffineries, mais peu de défense aérienne. Comme l'écrit l'Atlantic Council à propos de la vaste campagne de frappe en profondeur, je les cite, « Le Kremlin n'a tout simplement pas assez de systèmes de défense aérienne pour protéger des milliers de cibles militaires et énergétiques potentielles réparties sur 11 fuseaux horaires scandants.
En bref, il s'agit d'une campagne rentable et relativement facile qui a le potentiel d'offrir des retours disproportionnés. Comme l'a déclaré le président Zelensky aux journalistes en août, je cite, « Les sanctions les plus efficaces, celles qui fonctionnent le plus rapidement, ce sont les incendies dans les raffineries de pétrole de la Russie, ses terminaux, ses dépôts de pétrole. » Cela illustre l'une des grandes théories de victoire pour l'Ukraine. Affaiblir l'économie et faire souffrir la population forcerait Poutine à négocier. En 2024, le chef du renseignement militaire Kirilo Boudinov affirmait que la Russie devait gagner la guerre d'ici début 2026, sinon le Kremlin ferait face à une crise économique. En réalité, bien qu'il y ait des signes évidents que l'économie russe est sous pression, les problèmes ne semblent pas s'accumuler aussi rapidement que Kiev l'espérait. La campagne de frappe vise ainsi à accélérer ces problèmes pour obliger le Kremlin à prendre des décisions difficiles plus tôt. Rappelez-vous, malgré tout ce qu'on dit en ligne sur la grande tolérance de la Russie à la douleur, en faisant référence aux pertes colossales qu'elle a continué d'endurer pendant la Seconde Guerre mondiale, la réalité est que Poutine est sensible à l'opinion publique. Après que la mobilisation partielle de l'automne 2022 a fait chuter sa popularité à l'un de ses niveaux les plus bas, le Kremlin a pris grand soin d'éviter une nouvelle débâcle. Parallèlement, il a protégé l'élite urbaine de Moscou des conséquences de la guerre, tout en offrant d'importantes primes aux volontaires régionaux, provoquant des booms économiques dans des zones autrefois négligées. Donc, pour résumer, Poutine n'est pas quelqu'un qui aime prendre des décisions difficiles parce qu'il aime être populaire. Avec ses frappes, l'Ukraine tente de le pousser à des compromis impopulaires. Pour l'instant, ces compromis ne sont pas d'actualité. La Russie importe encore de Chine et du Bélarus et possède des réserves à utiliser. Les normes de qualité du carburant peuvent être abaissées. Le rationnement de l'essence pourrait être étendu à des parties du pays qui ne sont actuellement pas touchées. Actuellement, la campagne est surtout une nuisance coûteuse et embarrassante pour le Kremlin, sans être une menace existentielle. Certains estiment que cela pourrait rester ainsi. S'adressant au Télégraphe, l'analyste russe Emily Ferris a noté que, bien que les frappes soient une source de grande frustration pour Moscou, à ce stade, je cite, « La situation n'est pas critique ». La Russie dispose de suffisamment de réserves de pétrole, de gaz et de réserves financières pour surmonter cet inconvénient, et l'objectif de soumettre l'Ukraine est un prix bien plus précieux à leurs yeux. Elle n'est pas la seule. Dans Engelsberg Adeas, Owen Matthews note que l'économie ukrainienne équivaut à 1/10 de celle de la Russie et que ses infrastructures et son énergie sont gravement touchées. Dans la situation actuelle, un effondrement économique et militaire de l'Ukraine est plus probable que celui de la Russie. Cependant, tout le monde n'est pas d'accord avec ces points de vue. Pour d'autres analystes, l'important n'est pas ce que la campagne de frappe accomplit aujourd'hui, mais ce qu'elle pourrait réaliser dans un avenir proche. Cela fait référence à l'accélération du rythme mentionné plus tôt. D'1 ou 2 frappes par semaine en août, l'Ukraine est allée passer à des frappes sur des cibles jusqu'à 4 ou 5 fois par semaine. Si les attaques deviennent quotidiennes, davantage de raffineries risquent d'être endommagées, ce qui prendrait du temps et coûterait très cher à réparer. Et puis, il y a le facteur inconnu du nouveau missile de croisière produit localement par l'Ukraine, le FP-5 Flamand Rose. C'est une arme assez simple, incapable des manœuvres complexes qui rendent certains missiles russes difficiles à intercepter. L'objectif paraît être de compenser le taux élevé d'interception par 2 moyens. Une production de masse bon marché et une ogive incroyablement puissante. Avec plus d'1 millier de kilogrammes, l'ogive du Flamand Rose est, pour utiliser un terme technique, sacrément énorme. Elle mesure le double de celle d'un Tomahawk. Et même si le Tomahawk est bien plus furtif et à la pointe de la technologie, Kiev semble espérer pouvoir produire suffisamment de Flamand Rose à un coût abordable pour que ces ogives massives parviennent parfois à atteindre leur cible. Selon le Conseil de l'Atlantique, si Kiev parvient à produire massivement des missiles de croisière longue portée, cela pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour les raffineries, ports et oléoducs russes. Le Flamand Rose ne sera produit en masse qu'à la fin de l'année. Mais même avant qu'il puisse être utilisé régulièrement pour frapper les infrastructures russes, Kiev peut toujours augmenter la pression. Si davantage de raffineries commencent à être frappées et que plusieurs d'entre elles sont touchées à plusieurs reprises, alors les problèmes pour le Kremlin vont commencer à s'accumuler. Voici Sergei Vakalenko à nouveau. Les raffineries de pétrole russes ressemblent à un homme frappé plusieurs fois. Il ne mourra pas d'un seul coup, ni même d'une demi-douzaine de coups, mais il lui devient de plus en plus difficile de se remettre après chaque coup supplémentaire. Aucun coup n'est immortel, mais il pourrait tout de même être battu à mort. Et encore une fois, regardez, il faut souligner qu'une quelconque crise pour la Russie est encore loin d'arriver. Il est peu probable que vous voyiez demain aux actualités une histoire sur Vladimir Poutine lynché par des conducteurs russes en colère, mais tel n'est pas l'objectif. L'objectif ukrainien, d'après ce que nous pouvons voir, est de continuer à augmenter la pression sur une économie russe qui montre déjà certains signes d'alerte.
Une économie sous pression, tandis que la tension sur la ligne de front grandit aussi. Un récent document russe ayant fuité indiquait que Moscou dénombrait 87 000 soldats tués entre janvier et septembre de cette année. Il ne s'agit pas de pertes, qui comprennent souvent blessés, disparus et morts hors combat, mais uniquement de tués au combat. À titre de comparaison, les États-Unis ont vu un peu moins de 41 000 soldats tués au combat pendant toute la guerre du Vietnam. Moscou a perdu plus du double de ce chiffre en seulement 9 mois de combat. Ces chiffres sont intenables, du moins sans une mobilisation générale massivement impopulaire. On constate déjà l'impact sur les bureaux de recrutement. Après des années durant lesquelles des primes d'engagement toujours plus élevées assuraient un flux constant de soldats vers le front, les premiers rapports font état de régions ayant du mal à atteindre leurs objectifs de recrutement. Encore une fois, la situation est loin d'être critique ici, mais le pari de l'Ukraine est que des pertes massives sur une ligne de front qui n'avance qu'à un rythme glacial, combiné à l'augmentation des frappes sur les infrastructures essentielles du pays, pourraient aller suffire à pousser Poutine à jeter l'éponge et à conclure un accord de paix. Est-ce que cela va marcher ? Après 3 ans et demi de guerre, beaucoup de suppositions sur la tolérance à la douleur de Poutine étaient fausses. L'Occident a utilisé d'importantes sanctions pour le forcer à négocier. Les Ukrainiens ont voulu faire de la guerre un nouvel Afghanistan, espérant que de lourdes pertes russes pousseraient fort les familles à faire pression sur Poutine pour arrêter le conflit. Les deux théories de la victoire se sont révélées erronées. Et qui peut dire que les frappes à longue portée d'aujourd'hui et les raffineries de minerais ne finiront pas de la même manière ? Mais le fait est que la dernière campagne de l'Ukraine a un impact qui commence à se faire ressentir chez les Russes ordinaires. Reste à savoir si cela suffira à pousser Poutine à mettre fin à sa guerre de conquête. C'est quelque chose que nous devrons attendre et voir. Merci de regarder.